On a souvent parlé des Émirats Arabes Unis dans cette émission, moins souvent de l'Arabie Saoudite. Anciens alliés, aujourd'hui frères ennemis. Aujourd'hui, est-ce que voilà, l'Arabie Saoudite qui veut une suprématie sur le Golfe et peut-être au-delà. Alors on connaît bien Mohamed Ben Salman, vous savez, MBS, mais moins son mentor émirati, MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Et donc on a, alors c'est un portrait qui date d'il y a un mois ou deux, je ne sais plus exactement, ou peut-être même d'il y a un an. De France 24, mais qui reste relativement d'actualité. C'est ça, c'est un portrait qui date de juillet 2022 sur MBZ, dont on entend moins parler. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot, des temps nouveaux. Vous connaissez les bails? Eh bien, regardons. Si ses apparitions publiques sont nombreuses, sa parole, elle, se fait rare. Surnommé MBZ, Mohamed Ben Zayed, 61 ans, est président depuis le 15 mai des Émirats Arabes Unis, cette riche monarchie du Golfe. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi lentement? Sous sa direction, son pays, allié des États-Unis, mène une politique plus affirmée sur la scène internationale. Il multiplie les rencontres au sommet, comme ici avec Joe Biden. Oui, parce que les Émirats, qui se sont plus rapprochés que d'autres pays du Golfe, des Occidentaux ou des pays dits occidentaux, avec aussi une ingérence un petit peu dans les médias, c'est-à-dire la guerre qui se livre avec le Qatar par rapport notamment aux frères musulmans qui ont été déclarés persona non grata en 2011, je crois, aux Émirats. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou encore le pape François. Désireux de diversifier l'économie nationale, très dépendante des ventes d'hydrocarbures, Mohamed Ben Zayed veut faire d'Abu Dhabi une place commerciale et financière mondiale. Donc, sachant que Abu Dhabi, c'est le principal émir des Émirats, c'est le plus riche et le plus important. Est-ce qu'on ne changerait pas le bed? Sa politique porte ses fruits avec des investissements étrangers en forte hausse. Le 29 avril dernier, son pays annonce aussi l'envoi d'un premier astronaute dans l'espace. Une mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, symbole des nouvelles ambitions émiraties. En 2020, MBZ est aussi celui qui initie la normalisation des relations avec Israël. Ouais, c'était les premiers du Golfe à avoir reconnu l'existence de l'État d'Israël, il me semble. Fin stratège, il a surtout la fibre militaire, bâtissant pour la première fois une armée fédérale sur laquelle il a pu asseoir son pouvoir. Mohamed Ben Zayed est considéré comme le mentor de MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Tous deux vouent une haine viscérale à l'égard du prince du Qatar, Tamim Al Thani, dont il voit d'un mauvais œil l'influence grandissante et sa proximité avec l'Iran. MBZ envoie ses troupes au Yémen en 2015, en appui de la coalition saoudienne contre les rebelles chiites houthis, soutenus par Téhéran. Accusé de complicité d'actes de torture dans le cadre de cette guerre au Yémen, Mohamed Ben Zayed fait l'objet depuis fin 2019 d'une enquête en France. Et on va voir du coup dans ce conflit au Yémen qui était précurseur des inimitiés que se vouent les deux pétro-monarchies, puisque c'est comme ça qu'elles sont désignées. Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, baril en la demeure, pourquoi pas, le jeu de mots, c'était en page 8 et 9 du Monde, dans la rubrique Monde de Libération d'hier. Je voulais vous faire le sujet hier, mais bon, de toute façon, c'est pas de l'actualité brûlante, ça reste toujours du temps relativement long. Ils ont passé la première décennie à se hisser au sommet du monde arabe en se faisant la courte échelle, puisqu'à l'époque ils étaient alliés. Mais depuis quelques mois, l'ambiance est plutôt au croche-pied entre le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS donc, 37 ans, et son ancien mentor de 25 ans, son aîné, le tchèque Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, MBZ, président des Émirats Arabes Unis depuis 2022. Car les deux puissances du Golfe se disputent aujourd'hui le leadership géopolitique et économique de la région. Leurs ambitions antagonistes, alors sachant que l'Arabie Saoudite c'est beaucoup plus grand que les Émirats Arabes Unis. Attendez, on aime bien commencer par montrer un petit peu ce que ça représente sur la carte pour faire un petit rappel élémentaire géographique. Si le chargement le veut bien, on n'est qu'en 2023 pour afficher une carte, c'est vrai que ça nous prend plus de 10 secondes. Donc vous voyez ici avec Dubaï, avec Abu Dhabi, et ils ont notamment leur quart sud qui correspond. C'est l'endroit le plus inhospitalier de la planète, hein. Et donc l'Arabie Saoudite qui est largement plus large, et avec le Qatar un petit peu entre deux, justement. Voilà pour la carte du Golfe, si vous souhaitiez ce petit rappel. Leurs ambitions antagonistes ont été mises au jour lors de réunions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la fameuse OPEP, où les quotas de production
de la ressource sont attribués par pays. Traditionnellement, au sein du groupe, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont relativement alignés sur la stratégie pétrolière. On va voir que c'est plus trop le cas. Un emplacement stratégique sur le détroit d'Ormuz. Oui, effectivement. Rappel par lequel transite une grosse partie du pétrole planétaire. Donc relativement aligné par le passé, c'est ce que rappelle Herman Wang, spécialiste du pétrole du Golfe pour l'agence S&P Global. Mais depuis des mois, dans l'espoir de faire remonter le prix du baril, l'Arabie Saoudite du coup pousse l'OPEP+, les 13 pays membres de l'organisation, plus une dizaine d'autres pays producteurs, dont la Russie depuis 2016, à réduire l'offre, pour faire grimper le prix toujours, l'offre mondiale d'or noir. Aux grandes dames des Émiratis qui s'assoient ainsi sur des milliards de dollars de recettes potentielles. Ces réductions imposées par un cartel dirigé de facto par l'Arabie Saoudite, son plus gros exportateur, les empêchent de pomper plus de 3 millions de barils par jour. Alors sachant le baril, je crois que ça correspond à 159 litres. Bon, en fait, c'est plus des barils qui sont exportés, mais c'est toujours l'unité de mesure. Alors qu'ils ont porté leur capacité de production à plus de 4 millions et qu'ils seront bientôt capables de dépasser 5 millions. Donc t'as mis sûrement de la thune sur la table pour développer ces infrastructures pour pouvoir pomper plus, et on te dit bah non seulement t'as fait ça pour rien, mais tu vas pomper moins. Ils auraient même, selon le Wall Street Journal, menacé de quitter l'OPEP au printemps. Ça aurait été ouf. Avant ça, ils s'étaient déjà plaints auprès de responsables américains, pris de court par la décision saoudienne d'avoir accepté ces coupes à contre-cœur. Sachant que l'Arabie Saoudite, ils font un peu double jeu, mais en étant alliés aussi aux États-Unis, ce qui leur permet de... bizarrement, on vient pas imposer la démocratie en Arabie Saoudite. Bizarrement. C'est pas le pays le plus démocratique de la zone, hein, mais bon. Les Émirats Arabes Unis investissent de manière agressive dans leur capacité de production de pétrole, précise toujours Herman Wang. Ils veulent être en mesure de l'exploiter, de le monétiser avant que la demande en énergie fossile ne s'effondre et que de futures réglementations sur le changement climatique ne les en empêchent. Sachant que les Émirats, ils ont déjà diversifié leur économie. Contrairement à d'autres pays de la zone, toujours. A l'inverse, les Saoudiens doivent diversifier justement leur économie en s'affranchissant des revenus de l'or noir. MBS porte ainsi l'ultra ambitieuse, on en parlait tout à l'heure, Vision 2030, des investissements massifs dans les développements immobiliers et touristiques, la technologie, le sport, et je crois que justement le projet The Line en fait partie, enfin des trucs assez... Ah oui, c'est d'ampleur, mais est-ce que c'est pas un petit peu n'importe quoi? Donc vous voyez MBS ici, qui sort de sa voiture avec chauffeur. Alors oui, l'ironie de la situation saoudienne, reprend toujours Herman Wang, c'est que pour diversifier une économie largement dépendante du pétrole, ils ont besoin d'un prix du pétrole plus élevé. Du coup, ils en dépendent quand même pas mal, même pour se diversifier. Selon les institutions financières, après c'est peut-être une situation transitoire, les Émirats sont passés par là, mais selon les institutions financières, pour équilibrer le budget de Riyad face à ses dépenses excessives par rapport à ce projet Vision 2030 là, le baril doit se maintenir au-dessus de 80 $, selon le FMI, voire presque 100 $ pour Bloomberg. Mais une demande décevante, notamment de la Chine, premier importateur de brut, et une offre trop pléthorique, trop de gens qui ont du pétrole, augmentation des flux de pétrole iraniens dans le monde, mais également des exportations de brut russe à prix cassé en Asie, c'est peut-être pour ça que du coup il y a moins de demandes en Chine, ont jusqu'ici empêché de faire décoller durablement le prix du baril. Ces derniers jours, le Brent, je crois que c'est une forme de pétrole où il y a très peu de soufre, du coup à raffiner ça change des trucs, c'est plus facile à raffiner ou je sais plus trop quoi. Le Brent tourne autour de 85 $, son plus haut niveau depuis 3 mois, mais très loin du pic à 140 $, enregistré juste après le début de la guerre en Ukraine et toutes les conséquences sur le prix de l'énergie qu'on connaît. Faut qu'il le fasse, le pétrole, c'est bientôt finito. C'est bientôt finito depuis je sais pas combien de temps et ça continue, hein, mais... Comme Terminator le dit, c'est un pétrole nord-américain, parce qu'on faut savoir que ces dernières années, les États-Unis d'Amérique ont boosté à fond leur gaz de schiste et compagnie pour pouvoir exporter et pour pouvoir se maintenir à flot, et du coup, c'est un peu une... D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu un début d'inimitié, que ça a commencé à être à la fin de la lune de miel entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Amérique, c'est parce que justement ils ont commencé à être concurrents au niveau du pétrole, quoi. D'ailleurs, il y a Thermidor dans le sonore. On fera monter Thermidor juste après l'article. On verra d'ailleurs que les États-Unis, ça dépend aussi du prix du baril qui peuvent en importer malgré tout, hein, de la zone.
Le 3 août, l'Arabie Saoudite a annoncé poursuivre jusqu'à fin septembre sa réduction de production d'1 million de barils par jour. La Russie a promis dans la foulée une baisse de 300 000 barils quotidiens, donc ça joue le jeu dans l'OPEP élargi. Les Émirats autorisés en juin à augmenter légèrement leur production n'ont pipé mot, sauf pour exprimer, comme les autres membres de l'OPEP dans un communiqué publié vendredi, leur, je cite, pleine reconnaissance pour les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier et de son prix. Les prochaines décisions du cartel montreront à quel point les deux pays sont capables de faire un pas l'un vers l'autre. Mais le pétrole n'est qu'un des aspects de cette rivalité. Insiste Herman Wang. Alors ils vont pas trop développer dans l'article, mais il semblerait qu'il y ait aussi des bails un peu personnels entre les deux, mais qui jouent aussi, que ce soit pas que des intérêts, et notamment pétroliers. Lors d'une rare discussion en off avec des journalistes saoudiens à Riyad, en décembre, et vanté fin juillet par le Wall Street Journal, MBS a affirmé que les Émirats avaient, je cite, poignardé dans le dos l'Arabie Saoudite. Ils vont voir de quoi je suis capable, aurait-il alors menacé. L'indiscrétion du Wall Street Journal, qui a... pourquoi il reprécise journal du coup, qui a son canal avec l'entourage de MBS, précise Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, est venu confirmer ce que tous les observateurs de la région avaient noté depuis plus d'un an. La relation est glaciale entre les leaders des deux pétromonarchies. Parmi les signes de refroidissement, l'absence de MBZ au sommet de la Ligue arabe de Jeddah en mai, accueilli par MBS pour affirmer son leadership régional, marquait une bouderie flagrante. Je ne sais pas si c'est du même ordre que quand la France ne vient pas pour représenter la Guyane par rapport à la destruction de la forêt amazonienne. Plus récemment, le président émirati s'est fait représenter par son frère au premier sommet entre les 6 pays du Golfe et les 5 d'Asie centrale, également à Jeddah, le 20 juillet. Dans la lutte pour le leadership à laquelle se livrent les deux hommes, MBS veut être l'unique puissance du Golfe et de la région, souligne Hasni Abidi. Il déteste être redevable à son mentor. Car c'est bien plus qu'un élève qui s'affranchit de son maître. Au début de son ascension, en 2015, le jeune ours bouillonnant, fasciné par le développement des Émirats et l'ouverture de Dubaï, s'est laissé guider par le vieux faucon, qui encourageait ses ambitions. MBZ aurait poussé celui qui n'était encore que vice-prince héritier à renverser, en 2017, son cousin, Mohamed Ben Nayef, désigné premier successeur. Il a été par ailleurs l'instigateur de la rupture brutale avec le Qatar, puisqu'on en parlait, accusé de soutien au mouvement islamiste dans la région et soumis à un blocus par 4 de ses voisins arabes pendant plus de 4 ans. Comme il l'a fait à la tête de son immense royaume, MBS, faudra qu'on parle d'Oman un jour aussi, MBS veut désormais être seul maître à bord dans le Golfe et dominer la scène arabe. Et au-delà, sans rival. MBS peut d'autant mieux s'affranchir de son aîné qu'il a gagné en acceptabilité internationale et qu'il n'est plus boycotté par les États-Unis après l'affaire Khashoggi. L'assassinat du journaliste donc dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul en 2018. Il n'y a d'ailleurs pas la place pour les deux chefs. Alors, dans le Golfe ou dans le monde, les deux? Est-ce qu'il faut nécessairement l'un qui s'impose par rapport à l'autre? Pour l'instant, ça a l'air d'être l'Arabie Saoudite, même si la stratégie à long terme des Émirats semble plus pérenne, mais on verra qu'il y a des rebondissements dans l'article. La dégradation de la relation personnelle entre les deux souverains a été nourrie par les divergences de fond sur les dossiers régionaux. À commencer par le conflit au Yémen, que les deux partenaires avaient déclenché de concert en 2015 pour déloger les Houthis, soutenus par l'Iran, puisque c'est leurs ennemis communs, qui avaient conquis la plus grande partie du pays. Guerre au Yémen dont on ne parle quasiment jamais. Khalil le faisait une période, mais il était bien le seul. Alors que les Saoudiens se sont enlisés dans des combats pour réunifier le Yémen sous l'autorité du gouvernement internationalement reconnu et qu'ils soutenaient les Émirats Arabes Unis, se sont mis à appuyer les milices sudistes séparatistes, donc c'est pas pour une réunification. Ils ont ensuite retiré leurs forces du Yémen, laissant les Saoudiens seuls face aux Houthis et aux sudistes. Ça, ils le précisaient pas dans le sujet de France 24. Aujourd'hui, la priorité de MBS est de solder le conflit au Yémen, et pour cela, il est allé jusqu'à se rapprocher de l'Iran, avec une médiation chinoise dont on avait parlé à l'époque, très mal ressentie d'ailleurs par les Émirats. La volte-face diplomatique majeure opérée par l'Arabie Saoudite, ne faisant plus de l'opposition à Téhéran l'axe principal de sa politique étrangère, a bousculé la donne régionale. Oui, puisque c'est juste de l'autre côté du coup. La démarche sert la priorité de MBS, avancer son projet de développement selon sa vision 2030 et rayonner à l'international. Une ambition qui exige un contexte régional plus apaisé. L'ambition d'aujourd'hui déclarée de MBS de propulser son royaume comme 10e puissance économique mondiale était, il y a quelques années, un projet commun saoudo-émirati. Alors, est-ce qu'il comptait,
faire une sorte de confédération, sachant que les Émirats sont déjà une fédération en soi. Si son mentor l'a bien formé, il finira par tuer le père et ce dernier mourra fier de son petit. Je sais pas, est-ce que dans l'OPEP ça fonctionne comme les sites, toujours par deux ils vont, le maître et l'élève. Je ne sais pas. Je sais pas à quel point ça joue dans les rapports commerciaux, le fait que tu as en face un mec qui a fait découper en morceaux des gens. Ouais, bah il y avait des accusations de torture pour MBZ aussi, donc en vrai, il y en a aucun des deux qui blague, tu vois, mais... Non, mais je parle pour les tiers, tu sais, imagine, peu importe qui t'es, mais t'es pas un assassin sanguinaire, quand t'es face à eux pour négocier, à quel point ça joue dans ta négociation, tu vois. De se dire que peut-être un jour, je vais aller chercher des papiers dans une ambassade et on va me couper en morceaux. Ouais, c'est ça. Mode, ouais. Soit ces gens-là, j'ai l'impression que soit tu négocies pas avec, soit tu négocies avec, t'es en mode, bon, bah. Il y a un avant, un après, quoi. Ouais, on revient pas dessus. Donc les deux pétromonarchies devaient constituer ensemble ce pôle régional économique fondé sur leur partenariat stratégique. La pomme de discorde majeure s'appelle Project HQ. La décision saoudienne en février 2021 d'exiger des sociétés internationales qui postulent pour des marchés ou signent des contrats avec le gouvernement d'installer leurs quartiers généraux à Riyad, donc la capitale, avant début 2024. Saoudienne, s'entend. L'objectif est de faire de la ville la capitale politique et économique majeure du Moyen-Orient, selon le ministre saoudien de l'investissement, et de créer de l'emploi pour les jeunes. Aux dépens de Dubaï, où sont basés depuis des années la majorité des sièges sociaux des entreprises pour l'ensemble du Moyen-Orient. Est-ce qu'on essaie de vider de sa force vive et de rapatrier les intérêts émiratis au sein de l'Arabie Saoudite? Je ne sais pas, ça a l'air d'être la strate. Les Émirats ont une économie beaucoup plus diversifiée que l'Arabie Saoudite. Dubaï est l'une des capitales financières du Moyen-Orient et attire de nombreux investissements pour le tourisme, la finance, le commerce, ainsi Herman Wang de S&P Global. C'est un défi direct de Riyad lancé à Dubaï et, dans une moindre mesure, à Abu Dhabi, pour la domination financière et commerciale du Moyen-Orient. Pourquoi dans une moindre mesure? La mesure saoudienne en forme d'ultimatum a mis en émoi le monde des affaires à Dubaï. Ici, on a toutes nos connexions entre sociétés, les ressources humaines présentes ou qu'on peut attirer, et nos habitudes de travail en toute flexibilité, déplore le chef d'une entreprise de communication sous couvert d'anonymat. Donc lui, il a peut-être peur, je sais pas si c'est pour les mêmes raisons qu'évoquait SK, ou si simplement c'est pour des raisons financières de on joue le jeu de l'Arabie Saoudite, on s'en plaint, mais on va pas s'en plaindre publiquement. Il est vrai que ces dernières années, nos plus gros contrats portent sur des projets saoudiens, mais nos équipes faisaient des allers-retours. Dubaï est à une heure ou deux de vol de tous les sites d'événements en Arabie Saoudite, observe le dirigeant, qui organise ces jours-ci la délocalisation, donc la mort dans l'âme ou pas, du siège de son entreprise à Riyad. Près d'une centaine d'autres sociétés ont fait de même jusqu'ici, y compris celles travaillant avec le secteur privé saoudien, donc non concernées par le projet HQ, puisqu'ils n'ont pas de contrat avec le gouvernement. Et est-ce qu'ils anticipent des trucs, ou est-ce qu'ils se disent, bon bah vu les bails à partir de maintenant vont plus se décider là-bas, même si je suis pas obligé, on y va aussi. Effet d'entraînement. Car la quantité et l'ampleur des chantiers lancés dans tous les domaines au royaume, sous-entendu d'Arabie Saoudite, sont irrésistibles pour les entrepreneurs. La dynamique peut pomper les revenus de Dubaï, estime l'homme d'affaires. Le bras de fer entre les deux leaders est surtout coûteux pour les Émirats, estime Hasni Abidi. Et MBZ sait qu'il n'a d'autre choix que d'accepter la domination de son ex-poulain. Difficile en effet de se mesurer aux géants saoudiens, dont le territoire occupe 80% de la péninsule arabique, plus de 20 fois la superficie des Émirats Arabes Unis, c'est à peu près le Benelux, les Émirats Arabes Unis en termes de superficie, compte une population 4 fois plus nombreuse et le double de son PIB. Ce qui veut dire que par tête de pipe, ils sont quand même devant, puisque c'est 4 fois pour 2 fois. Comme le Qatar, qui a retrouvé des relations fraternelles avec son grand voisin, les Émirats, ne devrait pas bouder encore longtemps. Ah si, le Qatar, ils ont réussi à se réconcilier avec l'Arabie Saoudite. Bah après, c'était plus sous l'impulsion des Émirats que le Qatar a été mis au banc, il me semble, à l'époque. Mais la querelle semble se résoudre pour l'heure par des baisers sur les barbes, selon l'expression arabe. Un dégel s'est en effet amorcé la semaine dernière entre les deux autocrates après la mort de Saïd Ben Zayed, frère de MBZ. Après avoir présenté ses condoléances à son aîné au téléphone, MBS a dépêché son frère, le ministre de la Défense, Khaled Ben Salman, à Abu Dhabi. Comme souvent dans la région, les deuils sont de bons prétextes à la fin des disputes.
je ferai pas ce pré-shot pour l'avenir, mais est-ce que toute résistance est futile de la part des Émirats, ou est-ce que à long terme, le modèle de développement est plus durable et que ce contre-coup finalement ne sera que temporaire? Nous verrons, et on va faire monter du coup Thermidor qui attend au standard calmement depuis tout à l'heure. Salut Thermidor, tu es à l'antenne dans la radio libre pour LMCP 227e du nom. Est-ce que tu avais une réaction par rapport à MBS, MBZ, les Émirats Arabes Unis contre l'Arabie Saoudite? Qui va gagner? Est-ce que tu nous entends déjà? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Et salut Cyril. Oui, on t'entend aussi. Tout parfait. Beaucoup de choses à dire. Par quoi on commence? Alors, les bails d'influence entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Alors, effectivement. Ça, on en avait parlé via Alp Services, les Émiratis qui influent les lignes éditoriales et qui encouragent un peu l'islamophobie jusqu'en France pour, sous couvert de lutter contre les frères musulmans et du coup de nuire aux intérêts qataris. Il y a de ça, et puis il y a aussi, en fait c'est assez marrant parce que effectivement les Émirats Arabes Unis se présentent aux yeux de l'Occident comme ceux qui luttent contre l'islamisme, ce qui est plus difficile à faire de la part de l'Arabie Saoudite vu qu'ils se sont fait les propagateurs dans le monde musulman de ce qu'on appelle le wahhabisme, qui est une vision très rigoriste d'un islam, de l'islam, enfin voilà. Mais ils étaient unis aux Émiratis contre le Qatar officiellement par rapport aux frères musulmans, donc c'était une position un peu schizophrène. Mais c'est marrant parce que si ils sont contre les islamistes dans certains pays, ils soutiennent les islamistes dans d'autres pays, les Émirats Arabes Unis. Je suis plus capable de dire dans quel pays, mais je crois que c'est... Enfin, je veux pas parce qu'il y a plusieurs islams rigoristes et pas forcément la version wahhabite de l'Arabie Saoudite, donc c'est peut-être ça qui fait que t'en soutiens certains et d'autres non. Et peut-être est-ce que c'est des gens qui te sont redevables, alliés un peu dans ta poche, et dans ce cas-là... Il y a de ça, mais effectivement, alors je crois que c'est dans des pays comme le Soudan ou la Mauritanie, mais je veux pas dire de fausses informations, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais oui, effectivement, les Émirats Arabes Unis, ils soutiennent eux aussi des islamistes, malgré le fait qu'ils se présentent comme les premiers dans la lutte contre l'islamisme auprès des Occidentaux. Ils font de l'influence depuis longtemps aussi, parce qu'effectivement, MBZ, lui, il est là dans le game depuis avant MBS. Donc il travaille depuis longtemps son pays. Je crois que c'est le premier à avoir instauré le... Est-ce qu'il se mord les doigts d'avoir poussé MBS au pouvoir du coup Bah maintenant je pense, parce qu'effectivement ça lui fait un rival de taille, mais à l'époque c'était nécessaire parce qu'il avait besoin de se créer des alliés stables dans la région pour contrer d'autres pays. Ouais. Je pense notamment au Qatar. Mais ils font de l'influence aussi en Europe, parce qu'effectivement on parle souvent du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui ou rachètent des clubs ou font de l'influence avec des ONG, mais on parle très peu des Émirats Arabes Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple un des patrons d'Interpol, alors je sais plus quel est le titre de directeur honorifique, parce que c'est pas non plus un mec qui dirige pour tout le monde, mais c'est quand même un titre de prestige. Et l'ancien ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis a ce titre-là à Interpol, alors qu'il a géré des prisons où il y a eu des tortures et même des tortures de ressortissants étrangers. Donc ça veut dire que il respecte les droits humains ni pour eux ni pour les citoyens qui dépendent d'autres administrations, si je puis dire. Et donc il faut faire... Enfin, c'est un pays dont on parle pas forcément, alors les Émirats Arabes Unis, alors qu'au-delà, il y a déjà le fait que c'est un paradis fiscal, mais effectivement, il y a aussi d'autres trucs à regarder dans la région, notamment le fait qu'effectivement, il essaie de se placer comme leader. Économiquement, c'est comme l'Arabie Saoudite, en fait, c'est des pays qui ont d'abord énormément dépendu de leur manne énergétique, mais qui essayent de transformer l'essai et de passer à autre chose. D'abord, ils se sont mis, par exemple... J'ai aucune idée de ce que tu racontes, HP, mais non, du coup. Et donc, par exemple, au début, effectivement, ils ont essayé de se mettre sur le tourisme, que ce soit le tourisme de luxe ou le tourisme de masse.
Mais comme ça prenait pas forcément et qu'en plus il y a eu le Covid, ça a plombé ce type d'économie-là. Et donc ils essayent de se repositionner sur d'autres axes, notamment le spatial, la nouvelle technologie et aussi la santé de pointe. Parce qu'en fait, ces gens-là tablent beaucoup sur l'essor économique des classes moyennes d'Asie, les Indiens, les Chinois. L'Inde qui a elle-même un programme spatial plutôt développé. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est sur le coin santé de haute technologie, en fait. Enfin, la santé de haute qualité. En gros, il y a des experts qui expliquent qu'ils vont se positionner sur la santé de pointe à destination d'un public, on va dire classe moyenne sup, des pays d'Asie émergents, pour se maintenir à flot parce qu'ils comptent plus sur le commerce. Et effectivement, ils se pointent aussi sur le spatial et la haute technologie parce que c'est des secteurs porteurs. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit toutes ces villes hyper connectées comme Neom, comme j'en avais d'autres. Il y a aussi putain, je l'ai plus. Mais en fait, il y a explique la différence entre sunnite et chiite si c'est le sujet. Bah, c'est pas directement le sujet, même si dans la rivalité avec l'Iran, l'Iran ils sont plutôt chiites. La différence c'est le califat, il me semble. Bref, plus ou moins, c'est qui est le successeur légitime du prophète à la mort du prophète? Est-ce que c'est son fils ou est-ce que c'est son... Enfin, oui, est-ce que c'est son fils ou est-ce que c'est son beau-fils ou beau-fils ou frère? Je sais plus. Je sais qu'il y en a un, c'est les chiites, c'est son beau-fils, parce qu'ils suivent Abou Bakr, et les sunnites, je sais plus qui c'est qui suivent, mais c'est un autre... Alors Daprod qui veut nous parler de AJ+, Al Jazeera. En voici un média détenu par des milliardaires qui n'est jamais qui n'est jamais critiqué par la gauche. Bah, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu peux critiquer le milliardaire. Par exemple, on lit régulièrement du Libération, pour que tu comprennes en fait pourquoi ce que tu dis est complètement con. On lit régulièrement du Libération. On vient de faire un énorme truc sur Drahi qui, encore la semaine dernière ou pas loin, était propriétaire de Libération. Et on commente, on fait tous les épisodes sur les Drahi Leaks. Pour autant, quand Libération ils titrent de la merde, comme à l'époque de Nicolas Demorand, bah on le dit. Et quand ils font des sujets intéressants, eh ben on les lit. Donc c'est juste, en fait, on n'est pas en mode tout blanc ou tout noir comme toi. On prend les trucs qui sont intéressants et on critique les choses qui sont critiquables. Chose que tu devrais te mettre à faire ça, vraiment. Le travail